Salut tout le monde. P The Builder podcast, épisode Berthé One. Donc, Berthé, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de me recevoir. Notre featuring Sana, comment vas-tu? Super, merci de nous recevoir. Ça marche. Je vais d'abord laisser vous présenter un à un. On va commencer par les dames, par la politesse oblige. Je te remercie. Hein? Écoute, je m'appelle Sana. Je suis créatrice de mode, donc styliste. Ça fait maintenant 1 an que je suis dans ma création. C'est plutôt très très féminin, donc des robes très très habillées. Et donc là, je travaille sur ma nouvelle collection qui, j'espère prochainement, je pourrai la présenter. Ok. Voilà. T'es d'où? Je suis de Nice. De Nice, ok. Ouais. Tu bosses de là-bas? Non. En fait, Nice, Annemasse, voilà. Ok. Ça marche. Donc, on a une styliste parmi nous. Et toi, Berthé? Alors moi, je m'appelle Berthé, c'est mon vrai prénom. Sinon, je m'appelle Berthé One, c'est mon nom d'artiste. Je suis auteur de bande dessinée, mais je suis aussi graffiti artiste, pour ne pas dire street artiste, parce que j'aime bien le vrai côté de la chose. Et puis aujourd'hui, mes œuvres sont adaptées au cinéma. Donc je deviens scénariste et co-réalisateur de films et de dessins animés. Oh, bravo. Merci beaucoup. Bah, tu vas me parler de tout ça parce que je n'étais pas au courant. Avec plaisir. Donc, on a le prénom, on a le lieu, on sait d'où tu viens. T'es parisien? Alors moi, je suis de région parisienne, je suis exactement de banlieue, je viens de Seine-Saint-Denis, Ok. d'une ville qui s'appelle La Courneuve, plus particulièrement d'un quartier qui s'appelle les 4000. Ok, ça marche. T'as grandi à Paris? Pas du tout? T'es vraiment au sud-sud? Oui, pas du tout. Je suis de Nice. Sud-sud. Ok. Bon, là, on va commencer par toi, Berthé. Et en même temps, on passera, tu peux intervenir quand tu veux. Ok. Ok. Et l'idée, c'est que tu nous racontes ton parcours. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a amené à cet art? Ouh là là, alors moi j'ai un parcours très très atypique, dans la mesure où, comme je l'expliquais, j'ai grandi dans un quartier, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier, on va dire, malheureusement avec mauvaise réputation. Et très jeune, en fait, je faisais des petites bêtises d'enfant, sauf qu'en grandissant, j'ai commis des plus grosses bêtises, voire des délits. Et j'ai été condamné, en fait, à une peine de prison. J'ai été condamné à 10 ans de prison pour des vols à main armée. Et puis, ça a été un tournant dans ma vie, dans la mesure où, dès les premiers jours d'incarcération, je me suis rendu compte que je valais mieux que ça. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Et c'est en prison que j'ai passé un bac et un BTS, mais j'ai surtout repris ma passion d'enfance, ma passion qui était le dessin. Ok. Donc, c'est l'isolement qui t'a ramené à te redécouvrir au niveau de ta passion. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'étais face à moi-même. Et donc, il a fallu que je travaille. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et je me suis dit que mince, j'ai la chance d'avoir une famille aimante, une famille avec des valeurs qu'ils m'ont inculqué à moi, mes frères et sœurs. Et malheureusement, c'est moi, très tôt, j'ai fait les mauvais choix. Les choix qui étaient, voilà, je préférais faire de l'argent sale, traîner dans la cité, etc. Mais heureusement que ces valeurs, je les avais en moi. Et quand j'étais en situation difficile, eh bien, j'ai repensé à tout ça. Et je me suis dit, mais mince, en fait, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, voilà, je me suis dit, je vais écouter ce que me disait ma maman depuis à moi et mes frères et sœurs, en fait, à savoir, l'école, les enfants, il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai repris mes études en prison. Ben là, ce que j'entends, c'est que les valeurs qu'on t'a transmises au niveau de tes parents, c'est ce qui t'a permis de te relever. C'est ce qui t'a permis, en tout cas, de te concentrer dans un moment hyper difficile. Ah, mais carrément. Ouais. Moi, je n'arrêterai jamais de le dire. Sans mes parents, je ne saurais rien du tout. Parce que les choses les plus simples m'ont été transmises par mes parents. Et les choses toutes simples, c'est simplement savoir dire bonjour, merci, au revoir, et avec le sourire. Et ça, malheureusement, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'ai conscience Enfin, je sais que c'est quelque chose en or, en fait. Très bien. J'ai plein de questions là, mais je vais essayer de créer un équilibre. Non, t'inquiète pas. Et toi, qu'est-ce qui t'a ramené au stylisme, Sana? Alors, c'est un rêve qui, depuis l'âge de, je dirais, depuis tout jeune en fait, hein, je dessinais. Et
j'ai mis mon rêve de côté à l'âge de 20 ans. Et donc l'année dernière, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je ne voudrais pas avoir de regrets à 60 ans en me disant, ouais, pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je me suis lancée, pas de regrets, je me sens épanouie, je me sens transportée, je kiffe ce que je fais. Le déclic, c'est naturel, il y a des raisons à ça, il y a un choc, il y a quelque chose. Il y a eu un déclic, j'ai eu des... En fait, c'est par rapport à des... J'ai beaucoup d'amis artistes, surtout dans le domaine street art. C'est ça qui m'a fait ce déclic-là, que je me suis dit, on y va. On y va. On y va. On y va. Je crois que c'est le mot d'ordre de l'entrepreneur. Ouais. C'est faut y aller. Il faut y aller. Et après on verra. Ça passe ou ça casse, on y va. Alors si je peux me permettre, Papou, moi qui connais Sana, alors laisse-moi te dire quand même que à la base, c'est une passionnée en fait. Autant moi, je dessine beaucoup. Peut-être que tu me poseras la question, je développerai. Mais j'aime bien créer. Et donc, ça, je le pose sur le papier. Et puis, quand j'ai un dessin, je suis tout fier. Je l'envoie à un copain, etc. Et donc, avec Sana, qui habite au bout de la France, eh bien, de temps en temps, on s'échange des dessins comme ça. Ouais. Elle me montre ses créations. Moi, je lui montre mon dernier dessin. Et du coup, c'est vraiment une passionnée. Et donc, ce qu'elle est en train de le dire, elle n'a pas vraiment développé, mais je le dis parce que je le sais. De toute façon, c'est peut-être la meilleure façon de développer. C'est en échangeant et en confrontant son travail. Exactement. Donc ça, c'est un exécutoire. Nos activités sont des exécutoires. Mais c'est vrai, quand tu dis que tu étais à l'ombre, tu t'es remis à dessiner, c'est à quel rythme? Tu t'es mis comment? Du jour au lendemain à fond ou tu as pris ton temps de travailler une technique Alors pour moi, en fait, déjà, je voudrais commencer par dire que moi, tu sais, je suis de la génération Club Dorothée. Et donc très jeune, eh bien, je dessinais, je me suis rendu compte que je savais dessiner, sauf que et les parents et à l'école, on me faisait comprendre que, tu sais, l'art, ça sert à rien. En gros, l'école, et arrête tes bêtises de dessin. Et donc, j'ai complètement arrêté. Sauf que dans mon adolescence, il y a eu le hip-hop qui est arrivé. Et moi, j'ai un de mes frangins, en fait, qui s'appelle Chignol, donc qui était en plein dans le hip-hop très tôt. Et donc, j'ai eu la chance de côtoyer, de voir les artistes qui sont devenus les artistes qu'on connaît aujourd'hui. Futura 2000, voilà. Et toute la clique, là. Exactement. Et donc, en gros, moi, très jeune, je ne savais pas ni danser sur la tête, comme j'aime bien le dire, ni écrire de texte. Par contre, je savais dessiner. Et puis, j'ai vu apparaître devant moi le graffiti. Surtout que dans mon quartier, il y avait Queen Candy, qui est la personne, en fait, qui a ramené les premiers magazines hip-hop, en fait. C'était des photocopies. Ça s'appelait le Zulu Letter. Et en bas de chez elle, il y avait un mur où il y avait des John One qui passaient par là. Il y avait des H2, des J1, des K1, etc. Et donc, moi, très jeune, je les voyais peindre. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Tu l'as lu, Subway, ou tu l'as eu dans ta vie? Comment c'est un classique. C'est un classique. Ah oui, mais carrément. Ouais, il était beau, celui-là. Vas-y, dis-nous en plus. Après, par la suite, donc, une fois que tu as travaillé le dessin... Voilà, je me suis mis à dessiner, en fait, très rapidement. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et qu'en plus du dessin, il y avait possibilité de s'exprimer avec et des textes et avec du dessin. Bref, à un moment donné, j'arrête complètement parce que je grandis dans un quartier, je dessine, c'est bien beau, mais je gagne pas un rond. Et donc j'arrête et puis je mène ma vie de mec de quartier. Et sauf que je me fais choper, comme j'ai expliqué, je suis en prison. Et en prison, tout de suite, je me rends compte que je me sens un peu comme un journaliste en immersion. Je suis enfermé, je vois des choses, je vis des choses, et je vois beaucoup de choses que le commun des mortels ne connaît pas ou a déjà entendu parler. Et donc je me dis, mais attends, mais il y a des personnes qui sont passées par la case prison et en sortant, ils ont écrit un disque. D'autres qui sont en sortant ont écrit un roman. Et moi, j'ai l'amour du dessin, j'ai l'amour des mots. Et c'est la BD en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier album qui s'appelle L'Évasion, qui parle en fait de l'univers carcéral, mais traité avec humour et dérision. Et donc voilà, j'ai créé un avatar qui est Berthé. Si vous le voyez, vous allez rigoler parce qu'il est tout maigre, il a une tête de ouf, alors que moi, je suis, comme vous pouvez le constater, je suis balèze, je suis beau gosse. Mais en gros, voilà, le truc, c'est que c'est à travers cet avatar-là, on découvre l'univers carcéral. Et donc voilà, j'ai dessiné tout le temps. Après, c'est quand t'es sorti, c'est à ce moment-là que tu t'es attaqué au mur ou t'es resté sur le papier? Ah non, alors dans mon adolescence, j'ai rencontré en fait
Mes amis actuels, les membres de mon crew, notamment Brock, Akin, etc. Mais bref, très jeune, je me suis mis à peindre sur les murs. Je voulais imiter justement les Jelwan, etc. Et comme je l'ai dit, c'était bien beau, on faisait des belles fresques, on sortait dans Paris, etc. Sauf que quand je rentrais au quartier, j'avais toujours pas un rond. Tandis que mes copains qui étaient restés au quartier faisaient ce qu'on connaît dans les quartiers. Et donc je me disais, mais ça sert à rien en fait, l'artistique. Les profs avaient raison, mes parents avaient raison. Et donc j'ai complètement arrêté. Pour moi, c'était des bêtises. Sauf que c'est quand je me suis retrouvé enfermé, je me suis dit, mais en fait, c'est ma vie en fait. C'est dingue, hein. Faut se mettre dans une situation inversée pour comprendre dans quel sens avancer. Exactement. D'ailleurs, à quel point je peux dire que c'est ma vie, c'est que, tu sais, comme je l'explique, j'ai commencé à dessiner en regardant le Club Dorothée. J'avais 10 ans. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, quand je suis sorti de prison, à chaque fois, les journalistes me posaient la question, mais d'où te vient en fait ce dessin, etc. Et donc je donnais cette raison-là. Le Club Dorothée, j'ai vu Cabu, etc. Et donc un jour, on m'a invité. Je reçois plutôt un message de Cabu en fait qui me dit, en gros, j'aimerais bien avoir une dédicace de toi. Je suis au Canard Enchaîné et je t'attends en fait. Ouais, c'est le sacre. Ouais. Ah mais c'était un truc de dingue pour moi. Ah ouais, lourd. Et encore là, je t'explique bizarrement le truc. Pour mieux t'expliquer ça, c'est que je suis invité par un comment ça s'appelle, le président d'un tribunal, celui d'Angoulême, qui m'invite à l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, ceux qui forment les magistrats. Donc l'antenne est à Paris. Et je suis invité, je suis dans un amphithéâtre. Dans cet amphithéâtre, il y a donc des magistrats en fonction, des futurs magistrats, des commissaires de police, des directeurs de prison. Et donc, je raconte mon parcours de vie. Et donc, en racontant mon parcours de vie, à la suite de ma prise de parole, c'est un échange. Et il y a une personne qui lève la main dans le public et qui dit je voudrais prendre la parole. Alors moi, je suis hyper étonné, mais pas de problème. Le gars descend de l'amphithéâtre, donc il n'y a pas une mouche qui vole. Il monte sur l'estrade, il prend le micro, il me dit j'aimerais vous serrer la main. Alors moi, je suis étonné, ouais, pas de problème, tiens, je te check. Je lui serre la main, je vais pour retirer ma main, mais lui, il la retient. Et il me dit vous vous souvenez pas de moi? Alors moi, non, dans ma tête, c'est qui ce mec-là? Il me dit, c'est moi qui vous ai collé 10 ans de prison. Choqué. Et quand il me dit ça, au premier rang, il y a une dame qui lève la main. Elle dit, non, mais je suis obligé de prendre la parole. Je dis, allez-y, c'est la fête, montez. Et donc, elle monte sur l'estrade et elle me dit, je m'appelle Dominique Simoneau. Vous dites souvent dans vos interviews, en fait, que vous avez commencé le dessin grâce à Cabu. Alors, j'acquiesce, effectivement. Elle dit, moi, je travaille au Canard Enchaîné et je suis tout le temps avec Cabu. Et je lui ai dit, en fait, que je venais faire un portrait de vous, que je venais ici, en fait. Et donc, il m'a demandé de vous demander si ça vous intéresserait de passer au Canard Enchaîné. Il aimerait avoir une dédicace de vous. Alors là, t'imagines le truc là, c'est dingue. Donc, ma vie est ponctuée, en fait, de rencontres comme ça, jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Mais si tu me poses des bonnes questions, tu auras les réponses. Ouais, je vois ça. Mais il y a un petit aparté que j'ai envie de rajouter, c'est que on est dans un système qui est très compliqué pour nous. Nous tous, de manière générale, ceux qui sont en dessous un certain seuil de pauvreté, pour pas dire les Renois ou les Rebeux. C'est vraiment une population sous un moyen financier qui a des difficultés. Mais quand je t'entends dire ça, j'aime bien, parce qu'il y a des possibilités. Mais carrément. Il y a aussi des petits coups de magie ou au bon endroit, au bon moment, on ne sait pas. Mais il y a quand même des espaces qui sont légers où on peut agir. Et là, je suis super content d'avoir entendu ce que tu dis là, parce que c'est vraiment ça. Il faut toujours garder espoir et il faut toujours travailler. On aime être speed, on aime l'adrénaline, on aime la chaleur, ce qui fait partie de notre ADN et de notre fonctionnement. Mais il faut aussi reconnaître quand il y a des bonnes pistes et quand on nous tend la main ou quand là le mec qui te colle 10 piges et qui vient te voir pour te le dire et qui te serre la main, il a beaucoup de regrets peut-être à ce moment-là, on ne sait pas. Et en tout cas, tu es devenu quelqu'un et il tient à le signaler. On peut le reconnaître. C'est vrai, c'était une manière de faire. Mais pour rebondir à ce que tu as dit, moi je trouve aussi une chose très, très intéressante et très importante de dire, c'est que
À une époque, c'est vrai que, disons qu'encore une fois, pour reprendre tes mots, les personnes qui viennent d'un milieu social, on va dire, compliqué, eh bien, on n'avait pas 36 000 solutions pour s'extirper de tout ça, en fait. Certains ont réussi par le sport. Quand on était gamin, on rêvait tous d'être footballeurs parce que nos exemples, c'était les footballeurs. C'était les footeux. À un temps donné, on a eu cette culture hip-hop qui nous a sauvés et qui m'a sauvé moi aussi. Et donc certains sont sortis de là en écrivant des textes, en écrivant tout court. En tout cas, voilà, la culture les a poussés ailleurs, on va dire. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est encore à une autre époque. On a compris qu'il y a des sportifs, on est bon. On a compris qu'il y a des rappeurs, on est bon. Mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi des avocats, il y a des médecins, il y a aussi des bouchers, des plombiers, etc. Sans compter que nous, j'ai envie de dire encore une fois, les jeunes des quartiers ou les jeunes venant de milieux défavorisés, eh bien, on a une haine qu'on doit pousser dans le positif. On a quelque chose qui est inné, qu'on n'apprend pas dans les écoles de commerce. Nous, étant donné que quand on ouvre le frigo, c'est compliqué, on sait déjà que quand on a 1 euro, on rêve d'en avoir 2. On sait comment faire pour en avoir 2. Alors, je vous explique même pas les menus trafic, je ne vais pas développer, mais quoi qu'il arrive, on a ça dans le sang et on sait comment faire. Eh bien, imaginez, aujourd'hui, c'est très important que les jeunes sachent que on a des choses qu'on a dans le sang, en fait. Il suffit simplement de les pousser du bon côté. En gros, sortir du bon côté de la force, en fait. Just do it. C'est le just do it. Et après, il y a la bascule des parents qui font que tu as des mots dans ta tête, des phrases qui résonnent, qui te permettent de te faire avancer, de te recentrer et par la suite de te faire avancer, de croire en toi. Tout à fait. Ça, c'est un petit détail que je vais noter aussi parce que c'est hyper important, parce qu'on a aussi des parents qui n'y pensent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne... On ne sait pas comment les positionner. Ils sont concentrés, ils ont des missions, ils ont un travail, ils ont un frigo à remplir. C'est ça. Mais on a aussi besoin qu'ils fassent un tout petit effort en plus et qu'ils disent à leurs enfants t'existes, t'es réel, tu peux y arriver, tu peux choisir ta voie. Et là, t'es cet exemple-là. Parce que pour moi, t'es dans le dur. Je pense, j'espère en tout cas, j'espère que c'est le cas. Mais même par rapport à ça, je voudrais aussi rebondir sur un truc, c'est que toi et moi, on est d'une génération où c'est vrai que les parents avaient autre chose. Leur ligne de mire, c'était de bosser dur pour mettre quelque chose sur la table pour les enfants. Nous, on a la chance d'être les survivants de tout ça, en fait. Ça, on l'a vu. Et nous, aujourd'hui, nos enfants, eh bien, c'est à nous de leur dire les mots, en fait. Ne serait-ce que leur dire « je t'aime » droit dans les yeux, c'était dur pour nos parents de nous le dire. Je sais que parmi les miens et puis parmi pas mal d'amis à moi, eh bien, on sait très bien que nos parents nous aiment, mais les mots, c'était dur de les sortir. Et donc, nous, on est d'une autre génération. Nous, nos enfants, moi en tout cas, pour ma fille, c'est ma meilleure pote. Ma fille, je la regarde droit dans les yeux. Ma fille, je le dis, t'es mon amour. En gros, c'est hyper important. Et ça passe par là aussi pour le travail. C'est important de dire les mots, à savoir que tu es capable, que tu peux être le meilleur. Il suffit simplement de foncer. T'as envie de rajouter quelque chose à ça ? Non, parce qu'il faut que tu interviennes quand tu veux. Non, t'inquiète pas. Non, je te rejoins tout à fait. C'est vrai, je parle beaucoup, désolé. Non, en tout cas, je ne veux pas te couper, c'est hyper riche ce que tu dis. C'est clair. Non, je le rejoins ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Il faut que l'enfant ressente cet amour-là des parents parce que ça les motive, ça les pousse aussi d'aller de l'avant et aussi de leur apprendre que des choses positives. C'est-à-dire quand un enfant, un exemple, non, je ne sais pas faire. Déjà, le mot « je ne sais pas faire », enlève-le de ta bouche. Est-ce que tu as essayé avant de dire je ne sais pas faire. Donc ça, il faut l'inculquer déjà tout petit. Moi aussi, j'ai 2 enfants, donc moi, je leur inculque ça pour que par la suite, on reste dans la positive attitude. Voilà. Donc même si tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif. On en parlait tout à l'heure. C'est tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. Exactement. Ouais. Pas mal ça. Ouais. À la suite, tu sors, tu prends ta passion en main, tu laisses tomber le chemin négatif, tu essaies d'aller de l'avant. Comment ça se passe à ce moment-là ? Comment tu organises ton business en fait ? Comment tu te mets vraiment à devenir Berthéwan ? Alors le truc quand même qu'il est important de souligner pour moi, c'est que dès que je sors,
j'ai la chance j'ai une amie qui me pousse dans une galerie. Je montre mon travail et le jour même de ma sortie, on me propose une expo pour dans 3 mois. Mais c'est quelque chose qui peut changer ma vie parce que je suis rue du Faubourg Saint-Honoré, donc juste derrière les Champs-Élysées, et on me propose une expo. De là, en fait, t'imagines, je sors de 5 ans de prison, j'ai plein de dessins avec moi, on me propose cette expo, j'ai une possibilité peut-être de faire quelque chose, mais on est encore dans l'ordre du peut-être. Mais j'ai mes potes, certains potes, que je mets entre guillemets d'ailleurs, qui me disent « Attends Berthé, t'es pas sérieux, tu viens de sortir là, tu veux aller dessiner, t'es sérieux, il y a des sous à faire, vas-y, lâche l'affaire. » Ça, c'était quand t'étais en tôle. Là, on a des vrais sous, viens et tout machin. Et c'est là où il a fallu être dur, en fait. C'est là où il a fallu surtout réfléchir. Et moi, j'ai réfléchi, en tout cas, j'espère de la bonne façon. Je me suis juste rappelé d'une chose, c'est pendant que j'étais en galère, mais où t'étais, toi? Moi, c'était ma famille qui était là. C'était mes frères et sœurs, c'était les 2-3 potes, les vrais. C'est même plus des potes, c'est la famille. Et puis, il faut savoir une chose, le commun des mortels ne sait pas, mais lors d'un parloir, tu arrives 1 minute en retard, eh ben, on te ferme la porte au nez. Et moi, ma mère, j'ai eu la chance, pendant 5 ans, toutes les semaines, elle était en prison. Elle n'a pas loupé un parloir. Et donc, je me suis dit, mais toi qui es là en train de me dire, attends, il faut des sous, mais où est-ce que tu étais? Et donc, moi, je m'étais déjà forgé mentalement à aller de l'avant et à refuser, voilà, à quitter ce milieu, en fait. Le truc le plus dur, tout à fait. À réaliser, quoi. Je pense que toute notre vie, on se bat là-dessus. C'est ça. C'est la culture de l'échec, tirer vers le bas. Un baron sur 1000 y arrive. Et pourtant, dans nos quartiers, dans notre environnement, dans les films qu'on regarde, dans ce qu'on est, on a l'impression que c'est ce qui va nous amener loin, qui va nous pousser vers la culture de te dire que l'école est une case. Ça nous formate à quelque chose. L'école n'est pas le reflet de la réalité, mais ça te formate à pouvoir quand même rentrer dans la société et à pouvoir avoir quelques armes pour pouvoir t'y défendre. Par exemple, apprendre à lire tout simplement, et écrire. Pour le coup, ceux qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas lire, ils sont encore plus marginalisés que les autres dans une société comme aujourd'hui. C'est même plus possible. Aujourd'hui, on le voit avec l'informatique. Tous ces gens qui sont restés chez eux, qui n'avaient pas d'ordi. Les enfants sont perdus. Donc, il y a vraiment cette culture de l'échec et je comprends ta ponctualité maintenant. Hein. C'est très important pour moi. Très bien. Le fait que tu es poussé, que même si tu restes en amitié avec des gens qui peuvent te tirer vers le bas ou qui ont une autre vision de la vie, tu as décidé à un moment donné d'aller dans ton sens, dans ta direction. Le chemin que tu veux prendre, c'est pas le chemin de tes parents, ni le chemin de tes potes, ni le chemin d'un de tes frères. C'est ton chemin. Je précise là-dessus parce que pour moi, c'est des détails qui sont très importants. Tout à fait. Et dans cette direction-là, quand tu la prends, comme toi, tu as décidé de prendre le stylisme en main maintenant ou jamais, comme je décide de prendre ce podcast ou de continuer à faire d'autres activités, on y va. C'est ça. Sur le tas, on essaye de régler nos problèmes et de les organiser. Donc toi, Berthé, voilà, tu sors, on te propose une galerie, on te ramène à ce qu'on sait faire, à la facilité, faire de l'argent facile, qui n'est pas si facile que ça, et qui prouve qu'aussi il y a des génies, même dans ce secteur-là aussi. Mais tu refuses tout ça, tu vas vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, il y a d'autres réalités qui se mettent en place. Tout à fait. Alors moi, comme je l'ai expliqué, la chance que j'ai, c'est que j'ai grandi dans la culture hip-hop. Et j'ai la chance, comme je te l'ai dit, d'avoir très jeune côtoyé ou vu comment les gens se sont organisés. Toi-même, tu le sais, Mafia Qu'un Free, c'est un collectif. Vous vous êtes organisés. Et moi, je me suis dit, je suis personne, mais je vais faire comme si j'étais quelqu'un, en fait, comme si j'étais un grand. Et donc, déjà en prison, je me suis dit, en sortant, je vais arrêter toutes mes conneries, je vais me mettre dans le dessin, mais il ne faut pas que j'y aille comme un petit jeune. Je vais montrer que je suis un an et un, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais m'organiser,
Moi aussi, je vais faire comme mes frangins rappeurs, etc. Je vais avoir manager, avocat, etc., etc. Et du coup, c'est très important, ne serait-ce que pour négocier les contrats. C'est moi à la finale qui, bien sûr, vais dire oui, mais si tu me proposes 1 euro, je vais dire tiens, parle avec mon manager, lui va t'en sortir 5. Quand tu vas le sortir le contrat, il va te dire tiens, parle avec mon avocat. Et elle, tu pensais me donner 10%, bah, tu vas en sortir je ne sais combien. En gros, que de l'organisation. Mais bien sûr, ça ne fonctionne que si on est doué. Alors, je ne dis pas que je suis doué, mais en tout cas, aujourd'hui, je travaille énormément pour aller de l'avant, pour être l'un des meilleurs dans mon domaine. Surtout qu'on sait que le dessin, aujourd'hui, en France, il y a énormément de talent. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis un battant. Autant, dans ma vie d'avant, j'étais un battant dans mes conneries, et ben, je me suis dit, je vais faire un mouvement d'aïkido. Tout ce qui pouvait être négatif, bam, ça devient ma force. Aujourd'hui, c'est parce que... il y a juste à regarder. Hein. Regarde, on me regarde, je parais, dans cette société française, je parais tout ce qu'il y a de plus négatif. Je suis un noir qui a grandi en banlieue, en Seine-Saint-Denis, qui a fait de la prison, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Mais j'ai quelque chose en moi. J'ai un talent, j'ai un don, mais ce truc-là, je me suis rendu compte que c'est rien du tout si je ne le travaille pas. Donc, je vais travailler un max. Et aujourd'hui, tout ce qui pouvait être négatif, ça devient ma force. Dans mes BD, je parle en verlan, j'y mets des punchlines, j'ai ma culture hip-hop à fond, etc., etc. Et en fait, ça détonne. Aujourd'hui, les gens me disent oh, c'est trop bien et tout, machin. Putain, c'est pas Titeuf, c'est comme les Lascars. Ouais, c'est comme les Lascars. D'ailleurs, grosse dédicace aux frangins avec qui je bosse. Ismaël, El Diablo, Peka. Ah ouais, je bosse avec eux. D'ailleurs, c'est avec eux que je... Peka aussi. Ouais. Oh, cool. Avec le frère Peka, on a des belles surprises en dessin animé. Oh, je suis content d'entendre ça. El Diablo et Ismaël, des belles surprises en film. C'est la famille, les Lascars. Ouais. Hein. Et donc, en gros, voilà, le truc, c'est que c'est juste des questions d'organisation et des questions de volonté. Je vais appuyer là sur... ça, c'est génial aussi. Je crois que j'ai eu un peu ce truc-là, mais différemment. Mais le truc de comment je vais avancer, comment je vais m'organiser. Donc, il me faut des gens. La plupart d'entre nous, et pour le coup, c'est peut-être légendaire, mais c'est complètement faux, nous, c'était la sauvagerie. Donc, on s'est, je te dirais même très mal organisé sur le départ, mais on s'est mieux organisé sur nos groupes internes. 113, Idéal J, tout de suite, il y a eu les équipes de managers, mais sur notre ordre sauvage, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, ce que j'aime bien, c'est peut-être parce que justement, tu es seul, et c'est la différence des gens qui travaillent en groupe ou en équipe, c'est que tu as compris tout de suite, est-ce que c'est la maturité de ton temps, de fait que tu aies travaillé ton sujet sur 5 ans qui t'a permis de réfléchir comme ça, ou c'est inné chez toi, parce que c'est le côté, là tu es en train d'exprimer de l'entrepreneuriat, tu vois, ou c'est ton côté qui t'a dit, ok, bon moi j'ai envie d'aller de l'avant, ça sert à... la plupart d'entre nous on va y aller seul, on va se casser la gueule, on va se relever et on va foncer, tu as dit non, il faut que je m'organise. Tu vois, structurellement, on ne nous l'apprend pas dans l'état d'esprit français, à se travailler en organisation, à se dire qu'il nous faut un manager. Ou quand on a un manager, en général, le manager, il nous vole. Non, en fait, le manager, il fait un travail invisible, comme Deschamps en équipe de France. Il court, il donne le ballon à Zizou, c'est Zizou qui brille, tu vois. Ben, c'est un peu ça, les managers et toutes ces équipes-là. Donc je le signale, ce que tu as fait, c'est lourd. C'est-à-dire, de ton jeune âge, tu as compris qu'il fallait t'équiper d'une équipe solide, de gens qui savent travailler dans leur secteur d'activité. T'as pas besoin de quelqu'un qui sait faire du dessin comme toi, mais tu as besoin de quelqu'un qui sait lire, qui sait comprendre, qui sait traduire, qui sait filmer. On a notre équipe pour filmer parce qu'ils savent le faire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit détail qui est super important, parce que beaucoup se mettent dans le rap ou vont se mettre dans le sport, mais ils oublient que c'est un travail d'équipe, quoi. On n'y arrive jamais seul. J'ai même envie de dire, de rajouter à ça, le travail du manager est tellement important qu'il y a plein d'artistes qui sont même nuls, mais qui ont un très bon manager. Ils sont mis en avant. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que je pense que tu as du talent, moi, pour le coup, hein, parce que je partage tout le temps ton travail, parce que réellement, je m'éclate. Merci. Je pense qu'il y a du toi, mais le toi que je connais, je le perçois à travers
ta création. Toi, je vois, déjà, c'est un noir. Des fois, tu fais des blagues à la con. Et je me dis, ah, tiens, c'est un ouf. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Des fois, ça m'éclate. Des fois, je me dis, ah, c'est des sujets de réalité. C'est un peu les combats qu'on mène. Moi, c'est le combat que je mène dans le vêtement. C'est le message qui m'intéresse plus Exactement. que le stylisme en soi. Donc, je suis à l'inverse de toi. Oui, non, mais- C'est ça, là. Moi, c'est d'abord le sens qui m'importe plus que le produit. Après le produit, il vient en seconde position. Donc j'aime beaucoup ça. Et le talent, il peut venir en travaillant. Tout à fait. Il y a Messi, qui est né talentueux et qui dort, il se réveille, il fait 3 petits ponts à tout le monde. Et t'as Ronaldo, qui n'est pas né talentueux, mais qui travaille à mort. Ouais. Et qui est au même niveau qu'un Messi. Tout à fait. Donc, t'es fort en dessin, c'est ton don, c'est tant mieux. Tu sais le travailler, c'est encore mieux. T'es pas fort en dessin, bah travaille le mec. Exactement. En fait, tu peux le bosser, tu peux en faire un don, tu peux en faire une qualité. C'est ça. Ne pas avoir d'œillet dans ce que tu dis, lever la tête bien droite et savoir s'entourer. L'entourage, on va rebondir sur un autre sujet, c'est pas forcément le meilleur pote. On a tous tout plus à ou fait. moins connu ça. Le meilleur pote peut être très bon, mais en général, il vient de l'extérieur. Celui qui est efficace Et qui croit en ton projet. et qui croit surtout. Ouais, Et surtout, j'aurais dû commencer ouais, par ça. surtout, ouais. Et qui croit en ton projet. Ok. Donc, tu réfléchis à t'entourer, tu rencontres des gens. J'imagine que dedans, il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut d'abord trier, faire une équipe. Et après. Alors, je voudrais juste revenir. Très très rapidement en arrière pour dire que c'est pas venu comme ça en fait. Je suis pas un génie qui a pensé à tout ça. Moi, je me suis inspiré en fait. Et mon inspiration, c'était qui? Eh ben, c'était des mecs comme vous en fait. Ah. Mais tout Les simplement. érudits. Alors, quand je dis je me suis inspiré de vous, c'est-à-dire que je me suis inspiré de toute cette culture urbaine. Quand je voyais justement les rappeurs qui, à la base, c'était des petits jeunes de quartier qui avaient une vie justement, mais qui ont compris qu'ils avaient un talent, qui se sont entourés, et puis j'ai vu la naissance des choses. Tu vois? Ben, moi, je suis Mafia Qu'un Free depuis tout petit. J'ai vu les évolutions. J'ai vu les différents crews dans Mafia Qu'un Free. J'ai vu les différentes évolutions. En gros, en observant ça, je me suis dit, putain, mais ça, je vais le retranscrire, mais dans le dessin. C'est génial ça. En voyant les graffeurs, regarde l'évolution des graffeurs. Hier, c'était juste des petits jeunes qui peignaient dans des terrains vagues. Aujourd'hui, ça devient des John One, ça devient des Lake, ça Des devient expos, des incroyables. expos, Ouais. ça voyage, etc. En gros, Je te coupe la parole, mais tu sais que je suis le tag à travers les murs. Et j'ai jamais changé ce truc-là. Je vais en Suisse, je vais à Cuba, je vais dans des pays, et je fais tiens, il est passé par là, lui. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il a ça. Et je sais plus qui avait mis à l'entrée de la frontière suisse son tag. J'ai dit tiens, il est en Suisse, lui. Et j'ai vu André à Cuba. Ça m'a choqué. Ah ouais. Je fais oh, André, il est dans le coin. Ou en tout cas, il est passé par là. Oui, parce- C'est tellement ancré dans notre culture afro-européenne, le hip-hop, que moi je conduis tous les jours et je peux te dire aujourd'hui, actuellement, les plus gros taggeurs parisiens par exemple, juste à travers les murs, je les côtoie pas, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Mais j'arrive à FLM, j'arrive à savoir qu'il en ce moment, il est en pleine bourre là, il doit être recherché par tous les flics de Paname parce qu'il est en train de tuer le truc quoi. C'est ce qui est intéressant dans cette zone du hip-hop, c'est la partie on veut exister, on veut mettre notre nom sur le mur. On est tous passés par là. Moi aussi, j'ai tagué un peu, plus vandalisme, mais c'est la compétition à qui a le plus son nom sur le mur. Ce qui est intéressant chez toi, Berthéwan, c'est que tu as sauté cette étape, en tout cas je ne l'ai pas vu, pour passer directement à l'art du graphe, quoi, de l'œuvre, quoi, boum, quoi, en gros sur le mur. Et moi, où là, je me suis vraiment éclaté, c'est quand tu arrives sur les réseaux sociaux, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Mais en fait, j'ai encore plus découvert ton travail à travers les réseaux sociaux que les murs, parce que bon, c'est peut-être le temps, les fréquentations, on n'est plus dans les mêmes coins, on va moins dans les terrains vagues qu'avant. Mais en découvrant ton art sur les réseaux sociaux, je me dis, en fait, on fait le même boulot. effectivement. Alors moi, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est il faut essayer d'être dans l'air du temps.
Comme tu le sais, pour moi, le temps, il est important dans la mesure où j'ai manqué de temps, j'ai perdu du temps. C'est des choses que je pourrais jamais retrouver. Alors aujourd'hui, je me dois en fait d'aller 2 fois plus vite que les autres. Donc, quand on me dit ça se fait pas, moi, je savais pas que ça se faisait pas, alors je l'ai fait. Tu vois la fameuse phrase. Donc, en gros, on est des créatifs, on a des intuitions, on n'a pas peur en plus. Franchement, il fut un temps, j'étais capable de faire bien des conneries. Alors pourquoi je me dis, moi qui ne connais rien à Internet, aujourd'hui je vais me lancer. C'est exactement ce que je vis Donc aujourd'hui. tu as commencé comme ça, tu t'es dit je postais mes dessins ou je vais créer des œuvres spécialement pour les réseaux sociaux? En fait, à la base, c'était dès que j'avais une pensée, je voulais la montrer à un maximum de personnes. À mon copain, mon voisin, mon pote, à ma meuf, à ce que tu veux, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde l'a vu, et puis tu les saoules parce que tu lui remontes une 5e fois, etc. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. Je le monte sur Instagram, et puis l'autre, il aime, il va le montrer à l'autre, qui va le montrer à l'autre, qui va le montrer à l'autre. Sans compter qu'aujourd'hui, bizarrement, quand on est artiste, on regarde même plus vraiment ton travail. On regarde combien t'as de likes, combien t'as de machin. C'est vrai que c'est super relou malheureusement, mais on est obligé de faire avec ce qu'on a en fait. L'époque, ouais. Donc moi, à la base, je m'éclate, je veux partager mon travail. Tant mieux s'il est montré, voilà. Mais à la base, tant que je m'éclate, moi, dans mon petit carnet, je le poste et puis basta. Donc après ça, t'as fait des expos, parce que j'ai assisté à des expos. Raconte-nous ça. Comment tu passes des réseaux sociaux, du mur à l'expo, et après raconte-nous la suite, parce qu'on sait qu'il y a un côté... Alors le truc qui est dingue, c'est que je sors de prison et puis dans la voiture, ce sont mes frères qui sont venus me chercher et eux sont hyper étonnés, ils se foutent de moi justement parce que tu sais, je me sens un peu comme un chien, tu sais, dans la voiture quand tu ouvres la fenêtre, il sort la tête, il est comme un dingue, tu vois, ça fait X temps qu'il n'était pas dehors, etc. J'en étais au point où tu vois, même le sapin là, qui sent bon là, j'étais là, oh ça sent bon de ouf et tout. Et mon petit frère il se moque de moi, tu vois, il me dit, wesh, arrête un peu tes bêtises là, arrête de faire le tolard. Et je me suis dit... en fait, c'est vrai que j'ai perdu quelque chose, en fait. Et donc, mon frère, lui, il vient de voir ce qui se passait. Et donc, pour se moquer de moi, il me tend un téléphone. Il me dit, tiens, c'est maman qui va appeler. C'est toi qui réponds. OK. Il se passe 2 choses. La première des choses, c'est que c'est d'abord une pote qui appelle, qui me dit, Berthé, tu viens de sortir? Ouais. Non, pardon, c'était d'abord ma mère, d'ailleurs. C'est important que je le dise. C'est le téléphone sonne. Et moi, je regarde le téléphone. Et puis, je lui dis, c'est un miroir, comment tu fais pour décrocher? Et en fait, c'était un iPhone. Parce que quand j'ai été en prison, c'était au moment où Facebook, ça commence à se développer. Les gens n'avaient même pas de mail à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, n'importe qui a un mail, parce que n'importe qui a un réseau social, etc. Et donc, je ne savais pas répondre au téléphone, à un téléphone tactile, je veux dire. Bref, deuxième coup de téléphone, c'est une amie qui m'appelle et qui me dit « Ça y est, t'es dehors ?» « Ouais, je suis dehors. Il faut absolument que tu ailles rue du Faubourg Saint-Honoré, que tu achètes le Parisien. » Et moi, je ne comprends pas. Elle insiste, mais je lui dis « Mais pourquoi ?» Et elle me dit « Il y a une galerie qui vient d'ouvrir, spécialisée sur le street art, il faut que tu y ailles. » Ça revient à recouper le début d'histoire que tu avais raconté, ok. Alors moi, je suis là, dans ma tête, c'est « Attends, je viens de sortir de prison, laisse-moi tranquille, à cette heure-ci, j'ai envie de manger un mafé, j'ai envie de tu vois. » Et elle insiste, et je lui dis, bon, ok, d'accord, t'inquiète, je vais y aller. Elle sent que je ne vais pas y aller. Et elle me dit, bon, écoute, récupère une voiture, viens me chercher, viens, on va manger sur Paris. Tiens, ramène quand même 2-3 dessins. Tu te rappelles, tu m'écrivais, des fois tu dessinais, c'est stylé. Et moi, comme un teubé, ok, je jette des dessins dans le coffre, je vais la récupérer. Elle me dit, on va sur les Champs-Élysées. Ok. Arrivé sur les Champs-Élysées, elle me dit, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche. Et elle me ramène rue du Faubourg Saint-Honoré, face à la galerie. Elle me dit, maintenant, je m'en fiche, tu rentres dedans. Alors moi, je suis comme un dingue, tu m'as arnaqué, je suis dégoûté. Mais vas-y, je rentre quand même dans la galerie. Et quand j'entre dans la galerie, surprise, moi qui avais l'habitude de voir des fresques sur les murs, là, je les vois dans des tableaux. Putain, les mecs, en plus, c'est des gars que je connais, pour certains, etc. Et je suis hyper étonné, tu vois. Et le galeriste, il arrive, il croit que je suis un client, et il vient me raconter la vie des mecs. Mais il parle de mes gars. Et donc, on discute, et en discutant, il me dit, en gros... on discute pendant 1 heure, et puis en fait, je m'en vais, j'ose pas lui montrer mes dessins. D'ailleurs, je les avais même pas ramenés, ils étaient restés dans la voiture. Mais quand je retourne dans la voiture, ma copine qui m'attendait à l'intérieur, elle me dit, t'as pas pris les dessins, retourne-y, va les montrer. Et moi, je lui réponds, mais regarde où est-ce qu'on est.
rue du Faubourg Saint-Honoré, dans une des plus belles galeries de Paris. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche, le mec, de mes vieux dessins en noir et blanc? Sentiment d'infériorité. Grave. Et elle me dit, ah, genre, on s'en va là. Je dis, allez, viens, on va manger. Elle enlève les clés du contact. Elle me dit, Berthé, on bouge pas d'ici tant que tu retournes pas dans la galerie. Alors moi, à ce moment-là, je te dis, j'ai envie de lui mettre un doigt dans l'œil. Mais je retourne dans la galerie parce que je me souviens que non, elle a assuré, elle m'a soutenu. Bref, je retourne dans la galerie. Le galeriste me voit. Il croit que j'ai oublié un truc. Et je lui dis, ouais, j'ai oublié de te dire un truc, c'est que moi aussi, je suis un artiste. Ah ouais, tu fais quoi? Bah, je fais de la BD. Bah, je kiffe la BD. Il me dit, vas-y, montre-moi ça. Alors là, c'est deux choses. C'est soit je fais le mec speed parce que j'ai des dessins dans le coffre, donc je cours et je lui ramène, soit je réfléchis. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi. Je me suis dit, attends, j'étais en prison, j'ai repris mes études, j'ai repris des études de communication, je sais communiquer, et donc je vais l'avoir. En plus, j'ai le petit côté filou des mecs de quartier, tu vois. Et donc, je vais t'avoir comme un poisson et moi, je serai le pêcheur. Et donc, je lui dis, ok, pas de problème. Il me dit, bah, écoute, demain, j'ouvre à 10h, je t'attends. Ok. Moi, ça m'a permis de rentrer chez moi et de me peaufiner un discours. Le lendemain, quand j'arrive dans la galerie, il est très content parce que j'arrive à l'heure. Dédicace à toi, Sana. J'arrive à l'heure. Et quand j'arrive dans la galerie, il me dit, tiens, installe-toi au bureau. Je vois que tu as tes dessins, vas-y, montre-les-moi. Et moi, je lui dis, bah, avant de te montrer mes dessins, je voudrais te raconter une histoire. Alors, il s'enfonce dans son fauteuil, il croise les bras, il me dit, j'adore les histoires, vas-y, raconte-moi. Et je lui dis, c'est l'histoire d'un mec qui a grandi dans un quartier, qui a fait des conneries, qui s'est retrouvé au placard. Et en prison, il a eu une prise de conscience et il a décidé de reprendre ses études, il a eu des diplômes, il a décidé de reprendre le dessin et puis il a participé à des concours et puis ça a fonctionné, il a vendu des dessins, etc. Il a participé à Angoulême. Pendant le festival d'Angoulême, j'ai participé à un concours qui s'appelle Transmuraille et puis j'ai gagné. Alors que moi, je ne m'y attendais pas. Et donc, je lui explique tout ça. Je lui dis, il y a des éditeurs qui sont venus me voir alors que j'étais en prison, qui m'ont proposé des contrats. Et lui, il est ébahi. Et donc, je lui dis, et ce mec-là, quand il sort de prison, il se retrouve dans une des plus belles galeries parisiennes, face à un mec qui lui dit, montre-moi tes dessins. Et là, je pose mes dessins sur la table, je les pousse vers lui. Et je lui dis, je viens de te raconter la première partie de mon histoire. À toi de me raconter la suite. T'es super bon en communication. Ah ouais. Ouais, franchement, pas bon. Franchement, t'es fort. Et ta communication, elle parle d'une réalité. Tu sais, pour être bon, pour vendre bien quelque chose, il faut aimer ce quelque chose. Exactement. Tu vois. Donc, il part de ce qu'il est, de son parcours. Il le dit juste bien et ouvertement. La plupart, on a réagi comme ta première réaction. On s'en va. Moi, je l'ai fait tellement de fois. Et pourtant, on me dit tellement de fois, mais papou, vas-y, fais ton truc. T'as vu, on te connaît là-bas, on fait ça. Mais tellement de fois, j'ai fait demi-tour. Genre, t'as envie d'en chialer, quoi. Tellement tu peux reculer, quoi. Et on va lui dire merci à elle. Ah, mais carrément. On Carrément. lui fait un gros big up. Alice, t'es une vraie de vraie, Alice. Parce qu'elle t'a aidé. Mais carrément. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais, même toi, t'es passé par là. En fait, la chose importante, et c'est ce que je tiens à donner aux jeunes, en fait, c'est une clé. C'est la chose la plus importante, c'est de croire en soi. Parce que malheureusement, il y a tellement de talents, mais dans nos quartiers ou ailleurs. Mais peu importe qui l'on est, on est talentueux et on s'en rend même pas compte qu'on est talentueux. Et quand on n'est pas sûr de nous, eh bien, on loupe des chances. Et puis... Non, mais c'est réel. Tu vois, moi, dans le rap avec la mafia, c'est ce qui m'a le plus gêné. C'est pour ça que, naturellement, j'ai basculé sur le vêtement et le merchandising. Parce que écrire en soi, t'apprends à écrire à un moment donné la rime, la métaphore. Si t'aimes ça, au bout d'un moment, ça te vient. Et que j'avais vraiment du mal avec ah, t'as vu quand t'as dit ça? Wow, comment t'es rentré dans ma tête, toi? En fait, les gars, on va se calmer là, parce que là, ils sont en train de fouiller mon cerveau, ils sont en train de savoir tout ce que je pense, et j'étais trop introverti. D'accord. Pour qu'on... ouais, t'as vu l'autre quand il a dit ça, et tout. Je dis, oh là là, non, c'est trop pour moi. C'est ce qui m'a permis de basculer sur le vêtement. En fait, ça m'a sauvé, ça m'a protégé, parce que je n'arrivais pas... Et il y en a comme les autres, je veux dire un Kerry, un Moko qui est extraverti, et qui eux ont carrément réussi à l'exprimer, à en jouer, à mettre ça en avant. Moi, ce qui m'a ramené aux vêtements, c'est vraiment la gêne, une maman qui comprend pas le rap de notre époque, parce qu'il n'a pas encore explosé. Il explose avec Solar.
réellement. C'est Solar qui explose vraiment. C'est en voyant des clips comme Solar que moi, ma maman, en tout cas, qui connaissait Solar de vue parce qu'on est plutôt du même arrondissement, qui m'a dit, mais c'est pas les petits cons là qui sont à la télé. Et j'ai dit, t'as vu maman, il y a quelque chose à faire là. Je peux ou je peux pas, tu vois. Elle m'a dit, non, t'es pas un griot. Ah oui. Moi, je suis malien, je suis bambara. Elle m'a dit, t'es pas un griot, tu peux pas chanter. Je dis, ah merde, donc on a un problème culturel, on a un problème de caste, on a un problème de culture, parce que nous, notre culture, c'est celle du hip-hop, car on n'a pas embrassé la culture française. On a des petites choses, mais on est plus culture hip-hop que culture française. Tu as dit des super choses, Berthé, sur ton fonctionnement, et je vais encore t'en poser une. Qu'est-ce qui t'a ramené du coup déjà, est-ce qu'il t'a pris ce mec-là dans sa galerie? Alors oui, il m'a pris. Et ce qui a été génial, c'est que non seulement il m'a pris, mais ça a très bien fonctionné. Et puis surtout, grâce à l'équipe, je salue encore Jamel G8, qui était mon manager à l'époque, qui a fait un super travail. Et on a on a eu des télés qui sont venus, que ce soit du TF1, du M6, etc. Et ce qui a été fou, c'est que j'ai fait preuve d'audace. Parce que quand il y avait TF1 qui était là, j'ai annoncé en plein direct, donc un samedi soir devant 9 millions de personnes, je crois, ou un délire comme ça, que je sortais une BD qui s'appellerait L'évasion, qu'elle cartonnerait, etc., que ça parlerait de prison, qu'on découvrirait des choses, etc., de façon humoristique. Et en fait, voilà, dès qu'elle est sortie, elle a très bien marché. Oh, c'est comme ça que la BD elle est sortie. C'est comme ça que la BD est sortie. Et t'es fort, bien joué. Ah oui, auparavant quand même, c'est que j'avais invité les éditeurs parce que j'avais pas encore signé avec un éditeur. Donc, ok. Mais j'ai invité les éditeurs à l'expo pour leur montrer, venez voir, vous allez voir en fait ce qu'on peut réussir à déplacer. Et effectivement, il y a eu plein de gens de tous bords le jour de l'expo. Et vraiment de toutes couleurs, de tout horizon social, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est ça en fait. C'est ça. Ok. Et je dirais que t'as vraiment une particularité, celle d'apprendre à se débrouiller. Dans les quartiers, on grandit avec de la facilité à s'adapter aux choses. Et là, ton parcours à toi, il l'a vraiment prouvé, Berthé. T'as super bien rebondi, t'as su te mettre en avant, t'as su aussi écouter les gens qui t'entouraient, les bonnes personnes, et croire en eux ou en ce qu'ils pouvaient faire pour toi. Donc l'adaptation, c'est le mot d'ordre. C'est, et le courage d'aller aussi à son idée, à son envie. Pour cette première partie, Berthé, on va s'arrêter là. L'invitation que tu m'as faite aussi pour aller dans les prisons et s'exprimer dans les prisons par rapport à notre savoir-faire, merci, c'est toujours dans un coin de ma tête et je veux vraiment le faire. Donc voilà, je dis merci à tout le monde, merci d'avoir participé à Pace the Builder et je vous dis à très bientôt. Merci. M. Papou. Merci. Ouais.